Bienvenue à tous. Un grand merci à Charlotte de nous faire l'honneur de nous faire ce webinaire sur les nouvelles recommandations de la Haute Autorité de santé pour les psychomotriciens concernant la prise en soin des TDAH. Merci beaucoup. Je vais juste donner les quelques petites règles que j'ai commencé à évoquer pour le début du webinaire. Donc, coupez bien vos micros et vos caméras pour faciliter la gestion de notre côté. Le webinaire va s'organiser en 2 temps, 40 minutes de présentation à peu près et 20 minutes de questions. Pour les questions, on essaiera de privilégier au maximum le chat. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat, même au fur et à mesure. On gère, nous, de notre côté, le recensement de toutes les questions. On va essayer d'y répondre au maximum, mais on est beaucoup aujourd'hui. On est déjà, je crois, quasiment 150. Donc, voilà, on va essayer de faire notre maximum pour répondre à toutes les questions. Et le webinaire est enregistré et sera disponible en replay. On vous enverra le lien, même pour tous ceux qui se sont connectés dans quelques jours. Donc voilà. Pour un petit mot, juste pour présenter Charlotte Siatek, qui est psychomotricienne et diplômée d'État avec un titulaire du titre d'expert. Elle est formatrice à l'ISRP Marseille et aussi pour Ambition Handicap, chez qui, notre organisme de formation, chez qui elle donne une formation sur le programme de réduction PFE. Voilà, un programme de réduction fonctionnelle psychomotrice des fonctions exécutives chez l'enfant et l'adolescent. Et elle est aussi membre du groupe de travail de la Haute Autorité de santé qui a élaboré les recommandations des bonnes pratiques de 2024, si je ne dis pas de bêtises, sur le TDAH. Donc voilà, c'est cette présentation qu'elle va pouvoir vous faire aujourd'hui. Donc encore un grand merci. Et moi, j'ai une question à te poser, Charlotte, avant le début de ce webinaire. C'est en quelques mots, quelle serait toi ton ambition pour le suivi en psychomotricité des enfants et adolescents avec TDAH? Alors déjà, merci Camille pour cette présentation et pour m'accueillir auprès de Ambition Handicap pour ce webinaire. Donc, quelle serait mon ambition pour ce suivi en psychomotricité? Déjà que tous les collègues soient formés, déjà au TDAH, parce qu'effectivement, en discutant avec beaucoup d'entre vous, des fois, on manque un petit peu de formation. Déjà ça, peut-être qu'effectivement cette présentation justement sur les recommandations de bonne pratique va nous permettre, vous permettre de pouvoir oser en fait prendre en charge ce trouble-là. Donc voilà, et que nos petits patients TDAH soient suivis au mieux et surtout qu'on les remette au centre de leur prise en charge. Ça, c'est vraiment aussi pour moi une ambition, c'est-à-dire que trop souvent, je trouve encore dans le médico-social, on place les enfants dans un second temps, même s'il y a une vraie volonté, je trouve en France, mais s'appuyer vraiment sur leur volonté et développer pour ça du coup leur envie d'aller eux aussi faire une rééducation qui leur plaît, être motivés. Donc voilà, moi je pense qu'il faut passer par la motivation des enfants et ils ont énormément de ressources, donc s'appuyer sur eux quand on peut. C'est des belles ambitions, tout ça. Oui. Écoute, c'est à toi. Je réponds juste à une première question. Oui, vous pouvez poser vos questions dans le chat, vraiment au fur et à mesure. On les recensera. Je ne sais pas si on y arrivera à répondre à toutes les questions, mais on va faire notre maximum. Voilà. Merci, Charlotte. Merci. Alors, moi, je suis ici aujourd'hui pour vous présenter les recommandations de bonne pratique concernant le travail qui a été fait à la HAS. Ces recommandations qui sont sorties en septembre 2024, donc elles sont toutes fraîches encore. J'ai participé à ce groupe de travail en tant qu'experte psychomotricienne et on va faire un petit état des lieux de ce qui est proposé parce qu'effectivement, des fois, on n'ose pas trop. On est vraiment plutôt sur un trouble pas vraiment moteur, mais qui impacte plutôt les fonctions exécutives, cognitives. Et c'est vrai que on n'est pas forcément tous à l'aise suivant les formations qu'on peut avoir. Donc voilà, je vais essayer d'être claire et la plus concise possible pour qu'on puisse comprendre comment tous pouvoir intervenir auprès de ces enfants-là. Je vous propose un programme assez rapide. Donc, on va revenir quand même sur la méthodologie et le niveau de preuve dans les recommandations de bonne pratique, puisque c'est ce qui a guidé ce travail de réflexion. Et je pense que quand on est psychomotricien, c'est bien quand même, quand on lit les recommandations, de pouvoir se dire,
voilà, qu'est-ce qu'il y a un vrai niveau de preuve, qu'est-ce qu'un accord d'experts, comment on peut s'y retrouver en tout cas dans cette méthodologie. Je voulais vous présenter aussi le cadre et le contexte de ces nouvelles recommandations parce que vous allez voir qu'il y en a eu en 2014 et qu'on ne va pas les mettre de côté. Bien au contraire, on va s'appuyer sur ces recommandations de 2014 et puis on va voir comment nous, on peut en 2024 poursuivre ces recommandations et comment elles ont évolué. Le point phare, à mon sens, c'est cette histoire de diagnostic de TDAH. Est-ce qu'on y participe? Est-ce qu'on n'y participe pas? Est-ce qu'il y a des bilans? Pas besoin de bilan, de tests? Bref, on va essayer de mettre un peu un focus dessus et éclairer certains points. Je voulais aussi revenir sur comment nous, on peut intervenir en psychomotricité spécifiquement dans une intervention bien évidemment non médicamenteuse. Et je ferai, alors je ne suis absolument pas médecin, donc je ne m'aventurerai pas trop sur ça, mais on verra quand même rapidement la place du traitement médicamenteux et en fait comment il va être couplé avec notre intervention à nous au niveau non médicamenteuse. Voilà pour ce programme pour aujourd'hui. Pour commencer, je voulais revenir sur cette histoire de méthodologie et de niveau de preuve. Donc, il faut savoir que ces recommandations de bonne pratique sont élaborées par un groupe de travail de la HAS. Et en fait, il y a quand même une proposition méthodique, méthodologique. On ne part pas de n'importe quoi. Et l'idée qu'il faut garder, c'est que ça va nous aider, nous praticiens, et ça va aider aussi le patient à rechercher les soins les plus appropriés en fonction effectivement des besoins des patients et ce qu'on appelle des circonstances cliniques. Vous allez voir dans les recommandations, je vais vous présenter les outils, les prises en charge qui sont recommandées et surtout celles qu'on a peut-être en tête toutes et tous, mais qui ne sont pas encore recommandées. Pardon. Il y a quelque chose? Excuse-moi, désolée. Donc, je disais celles qui ne sont pas forcément recommandées. Alors, elles ne sont pas recommandées la plupart du temps parce qu'il n'y a pas eu beaucoup aussi de travaux dans la littérature avec des effets de preuve assez hauts, des niveaux de preuve assez hauts, pardon. Donc, c'est pour ça qu'actuellement, elles ne sont pas recommandées. Ça ne veut pas dire qu'un jour, elles le soient. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, on verra que ces recommandations de bonne pratique s'appuient sur des synthèses rigoureuses de l'état de l'art, des données à un temps T, d'accord, dans une temporalité décrite, et que bien évidemment, la littérature continue, les recherches se poursuivent et des fois très rapidement. Donc, il faut aussi pouvoir, à certains moments, faire un état de l'art de la littérature, voir un petit peu les avancées. En tout cas, voilà, nous, on a essayé d'actualiser le plus possible, que ce soit au niveau international ou français, cet état de l'art et des données scientifiques pour être au plus proche de ce qui se fait dans le monde et en France. Ce que je vous invite à regarder, donc vous pourrez aller voir sur le site de la HAS. Il y a deux parties et moi je trouve qu'il y a une partie qu'on occulte énormément. La partie effectivement des recommandations, vous allez pouvoir trouver une synthèse des recommandations qui est assez brève. Vous allez pouvoir trouver toutes les recommandations où il y a un peu plus de détails, mais très souvent on oublie l'argumentaire. Je vous invite à aller sur le site de la HS et à télécharger cet argumentaire, puisque c'est dans cet argumentaire précisément que vous allez retrouver toute la bibliographie, toutes les données scientifiques internationales et françaises. Et vous allez voir comment nous, en France, on s'est positionné par rapport, par exemple, à des recommandations canadiennes ou dans d'autres pays. Donc voilà, moi j'insiste vraiment là-dessus. C'est vrai qu'en faisant partie de ce groupe de travail à la HAS, j'ai découvert un petit peu plus aussi cet argumentaire, sur quoi ça se basait, sur quoi on pouvait s'appuyer et surtout ça vous permet d'avoir de la littérature très actualisée
Et quand vous avez peut-être potentiellement des questions de parents, de patients ou d'autres professionnels, vous allez pouvoir mettre en avant un argumentaire voilà, assez béton là-dessus. Donc, n'hésitez pas à vous appuyer sur cette bibliographie. Voilà. Excusez-moi pour la sonnerie. J'espère que voilà, c'est bon. Voilà. Ce qu'il faut aussi retenir, c'est que effectivement, il y a ces recommandations de bonne pratique, mais ce que souligne vraiment la HAS, c'est que il faut faire preuve de discernement dans nos prises en charge de nos patients. C'est-à-dire que effectivement, il y a les recommandations, il y a ce qui est recommandé, mais il y a aussi vous, votre sens critique, la connaissance de vos patients, la connaissance du milieu dans lequel vous travaillez, qui va faire que vous allez estimer par vous-même ce qui est le plus approprié. Et moi, ce que je disais aussi tout à l'heure, c'est prendre en compte le patient. Et donc, ce qui est dit aussi dans ces recommandations, c'est qu'il faut s'appuyer sur les préférences du patient. Donc, oui, il y a des recommandations. Oui, c'est bien de les suivre, de s'en rapprocher, mais à vous aussi de faire tout ce travail de discernement pour être au plus près des besoins, des préférences des patients et de ce que vous constatez aussi sur le terrain. Voilà pour cette première diapo. Alors, rapidement, pour que vous soyez au clair avec comment s'est déroulé ce travail. Donc, il y a eu un groupe de travail. On était 33 experts, chacun dans sa spécialité. On a eu beaucoup de réunions, environ une dizaine, voire un petit peu plus, me semble-t-il. Et comment ça s'est fait? Donc finalement, dans ce groupe de travail, on était deux psychomotriciennes. Il y avait donc j'étais présente et il y avait aussi Jessica Nezenson qui était là. Il y avait un cadre de travail qui était élaboré et en fait nous on a dû analyser, critiquer, compléter tout ce qui était la littérature, tout ce que vous trouverez dans l'argumentaire. Et à partir de ça, on a rédigé les recommandations de bonne pratique par rapport à nos expériences aussi de terrain et à nos connaissances sur le sujet. Donc ça, c'est important. Ce groupe de travail, donc il y avait des orthophonistes, il y avait des ergothérapeutes, il y avait tout ce qui était aussi médecins généralistes, pédopsychiatres, pédiatres, neuropédiatres. J'en oublie peut-être beaucoup puisqu'on était nombreux. Il y avait aussi des représentants de l'éducation nationale et des représentants d'associations de parents. Ça aussi, c'était intéressant de pouvoir les entendre, les écouter et de travailler auprès d'eux. Donc ça, c'était le groupe de travail. Ensuite, il y a ce qu'on appelle un groupe de lecture. Il y avait une centaine de relecteurs qui concernaient différents professionnels aussi. Hein. Et ces groupes de relecture ont pour mission finalement de lire les propositions, puisqu'à cet état-là, c'est une proposition des recommandations. Ils peuvent se prononcer tant sur le fond que sur la forme. Et ensuite, nous, on récupère toutes leurs remarques et on refait des réunions de travail pour savoir si c'est pertinent ou pas de les intégrer par rapport au groupe de travail, au groupe d'experts initial. Donc finalement, ce qu'il faut retenir de ça, c'est que ces recommandations, elles sont faites par des professionnels de terrain, et ça j'insiste, parce qu'on avait tous une clinique de terrain, et elles sont faites pour des professionnels de terrain. Donc ça, j'ai trouvé ça assez riche et c'est l'idée qu'il faut en retenir. Je voulais faire un point avec vous. Je sais que vous avez la connaissance, mais pour moi, c'était important de refaire ce point-là sur les niveaux de preuve quand on lit des articles scientifiques. Et en fait, ce sont les niveaux de preuve sur lesquels s'accordent les recommandations de bonne pratique. Donc, vous allez pouvoir avoir un niveau de preuve sur lesquels vous pouvez vous appuyer. Tout en bas de la pyramide, c'est ce qu'on va appeler les
pardon, excusez-moi, les accords d'experts. Nous, c'est comme ça qu'on va l'appeler dans les recommandations de bonne pratique. Je vous ai un peu vulgarisé ça, c'est-à-dire que là, en fait, il n'y a pas de preuves scientifiques. Alors, des fois, on n'en a pas trouvé dans la littérature aussi. Et en fait, on va tous s'accorder entre experts pour dire que, effectivement, on est d'accord tous ensemble pour faire consensus sur une thématique, sur un point. Donc peut-être que des fois, dans les recommandations, vous allez trouver AE, accord d'experts, qui fait que on ne s'est pas appuyé finalement sur une analyse, une méta-analyse, sur quelque chose de scientifique, mais ça a pris consensus dans l'équipe et on est tous d'accord pour dire que c'est telle ou telle chose qu'il faut suivre. Ensuite, au-dessus de tout ce qui est accord d'experts, on a tout ce qui est série de cas ou étude de cas, ou ce qu'on va appeler étude de cas témoins, qui est un peu plus élevé. Et là, finalement, on va s'appuyer sur une expérience scientifique qui a montré que, et on va être sur un niveau de preuve plutôt faible, mais quand même un niveau de preuve. Ensuite, quand on monte, on va s'appuyer sur des études de cohorte ou des essais contrôlés randomisés. Là, c'est vraiment plusieurs études qui, on va dire, ont à peu près le même résultat. Et donc là, on est sur un niveau de preuve modéré. Et le dernier niveau de preuve, ce qu'on va appeler les méta-analyses, ce sont des niveaux de preuve très forts. Et finalement, c'est ce qui va ressortir de l'ensemble des études. Donc voilà un petit peu comment sont construites les recommandations de bonne pratique. Donc voilà, je le fais très simplement, hein. Mais là je vous mets la gradation sur lesquelles nous, la HAS, on s'est appuyé. Donc vous avez en bas l'accord d'expert. Faible niveau de preuve, c'est quand vous verrez le niveau C. Présomption scientifique, c'est le niveau B. Et quand c'est le niveau A, on est vraiment sur des preuves scientifiques établies, donc des forts niveaux de preuves sur lesquels on peut s'appuyer. Voilà un petit peu la gradation de ces recommandations pour que vous puissiez vous y retrouver. Vous allez voir que moi, dans ma présentation, je vais pouvoir à un moment donné vous mettre en quel grade c'est, et c'est ce qui va vous permettre de vous repérer. Alors, maintenant, on va s'intéresser plus au cadre et au contexte de ces recommandations de bonne pratique. Alors, cette diapo, elle est importante pour moi puisque c'est alors, je ne sais pas si je peux dire nouvelle vision, mais en tout cas, c'est une vision un petit peu différente qu'on peut avoir dans ces recommandations de bonne pratique. Je sais que j'ai déjà eu le retour de certains collègues psychomotriciens qui me disent mais il n'y a pas marqué psychomotricien à toutes les lignes, comment on sait comment intervenir? Effectivement, la volonté de ce groupe de travail, ça a été d'introduire la notion de discipline plus que de profession. J'éclaircis un petit peu mon propos. Quand on parle de discipline, on va parler de tout ce qui va être le savoir, la théorie sur lesquelles on va pouvoir s'appuyer. Par exemple, le domaine de la psychologie, le domaine de la psychomotricité, le domaine des neurosciences. On ne va pas désigner une personne, on ne va pas désigner une profession. Moi, je le vois dans ma pratique et en tout cas dans la façon que j'ai de raisonner et j'ai vu que c'était un petit peu transversal à toutes les personnes qui étaient là sur les recommandations de bonne pratique. On se nourrit d'énormément de disciplines différentes et on le voit déjà nous dans nos études en tant que psychomotricien. Hein. On peut se nourrir de différents courants déjà de la psychologie, comme des neurosciences ou autres. Et on va voir effectivement que notre bagage théorique va se construire comme ça. Ça, c'est important à avoir en tête. On va vraiment se distinguer de la profession, de notre métier. Donc là, j'ai mis effectivement un métier exercé par une personne qui applique des connaissances de plusieurs disciplines. Et c'est ce qui va faire que ça va ouvrir nos champs de compétences. Si effectivement on parlait de profession, vous allez voir, je prendrai tout à l'heure le cas de l'évaluation neuropsychologique. L'évaluation neuropsychologique, elle n'est pas destinée qu'aux neuropsychologues. En fait, elle va être destinée
Alors, on verra, hein, il y a une partie, par exemple, de l'efficience intellectuelle, le WISC, que nous, psychomotriciens, on ne peut pas faire passer. Donc ça, effectivement, les psychologues vont garder ça. Mais dans l'évaluation neuropsychologique, nous, psychomotriciens, on peut être formés à faire une évaluation du paysage cognitif et des fonctions exécutives sans problème à partir du moment où on est formé. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment avoir en tête cette ouverture d'esprit en parlant de discipline, et c'est comme ça que les recommandations ont été pensées. Et vous allez voir, je vais venir l'argumenter au fur et à mesure du diapo de la présentation. Pour revenir du coup sur ces recommandations de bonne pratique 2024, on a eu une note de cadrage. On n'a pas commencé dans le vide en se disant de quoi on va parler. Il y avait une note de cadrage, il a fallu effectivement se dire qu'on partait d'une base. Et cette base, elle a été construite, élaborée dans la continuité, ce que je vous disais tout à l'heure, des recommandations de bonne pratique de 2014. Les recommandations de bonne pratique de 2014, elles étaient destinées à aider au repérage déjà du TDAH pour des médecins qui assuraient des soins de premier recours en première ligne. Dans ces recommandations-là, on ne trouvait pas vraiment tout ce qui était modalité de prise en charge. Donc, c'est pour ça que les recommandations de bonne pratique 2024, elles étaient plus là, effectivement, pour faire un état des lieux aussi sur, OK, maintenant qu'on a repéré, comment on allait plus précisément évaluer et comment on allait plus précisément intervenir. Donc, il ne faut pas mettre de côté ces recommandations de 2014. Bien au contraire, il faut s'appuyer dessus, puis compléter avec celles de 2024. Alors, je rappelle un point important qui émanait des recommandations de 2014 qui sont toujours d'actualité pour celles de 2024. C'est que, donc là, je me centre au niveau de la prise en charge, c'est que les thérapies non médicamenteuses sont ici faites en première intention. C'est-à-dire que quand on est face à un diagnostic d'enfant TDAH, et on verra qu'on n'a pas forcément besoin d'attendre un diagnostic, on verra comment et pourquoi après. La première chose, la première intervention à mettre en place, c'est une thérapie non médicamenteuse. Et nous, clairement, psychomotriciens, on fait partie de ces interventions non médicamenteuses. Ce qui avait été dit, c'est qu'il fallait une prise en charge la plus précoce possible, mais ça, je pense qu'on commence à le comprendre avec beaucoup d'autres troubles du neurodéveloppement, hein. On le voit avec les TSA, que plus la prise en charge est précoce, mieux c'est. Il faut une prise en charge adaptée aux symptômes de l'enfant. Et attention, il va falloir aussi une prise en charge qui soit en adéquation avec la sévérité. On reviendra un petit peu après aussi sur le diagnostic. Il y a une notion de sévérité. On peut avoir un TDAH pas trop sévère, avec peu d'impact dans le quotidien, et avoir une personne TDAH en face de nous, un enfant, avec un impact très important, des répercussions énormes dans le quotidien. Donc voilà, ça, il va falloir aussi adapter en fonction de la sévérité et du contexte socio-familial, bien évidemment. Donc effectivement, on va débuter par des mesures non médicamenteuses, psychothérapie, rééducation des troubles associés, guidance parentale. On reviendra sur cette guidance parentale. Et effectivement, dans un second temps, on va voir que ces interventions non médicamenteuses peuvent être complétées, si besoin, par un traitement pharmacologique. Les noms commerciaux que vous pouvez avoir en tête, Ritaline, Concerta, Quasime, etc., etc. Voilà, ça c'est la chose vraiment à avoir en tête. Et effectivement, si les mesures non médicamenteuses se révèlent insuffisantes, on pourra coupler avec une intervention médicamenteuse. Mais on va d'abord voir ce que ça donne avec une thérapie non médicamenteuse. Alors, en 2014, donc là, c'est toujours des rappels sur 2014, hein, parce que n'oublions pas que c'est la base du travail.
on avait déjà des petites choses quant à l'évaluation du psychomotricien. Donc, je rappelle, le psychomotricien a la formation nécessaire pour participer à l'évaluation. Alors, on verra qu'on n'est pas là pour diagnostiquer, on verra que le diagnostic est purement clinique, mais en tout cas, nous, on va évaluer les fonctions cognitives. Donc, on est formé, on est légitime, c'est ça que moi, je veux vous faire passer aujourd'hui. On est légitime à évaluer, à participer à cette évaluation des troubles moteurs. Effectivement, quand on est face à un enfant TDAH, il peut y avoir des troubles moteurs qui constituent les symptômes du TDAH, l'hyperactivité, de l'agitation psychomotrice, l'impulsivité. Et il ne faut pas oublier aussi qu'il y a de fortes comorbidités. Quand on a un trouble du neurodéveloppement, en général, il n'y en a pas qu'un. Il y a beaucoup de comorbidités, notamment tout ce qui est troubles moteurs, TDC, dysgraphie. Donc, on est formé pour ça. Et on est aussi formé à l'évaluation des troubles cognitifs du TDAH, tout ce qui va être fonction attentionnelle, fonction exécutive, aversion de délai. Donc voilà, sentez-vous légitime de faire ça puisque on s'inscrit comme tel dans les recommandations de 2014. On l'a peut-être pas dans nos formations tous de base, mais en tout cas, on peut se faire former en formation continue. Donc moi, je vous invite à aller appréhender ces évaluations cognitives si jamais ce n'est pas le cas encore pour vous. En tout cas, on est en mesure de suivre l'évolution des manifestations symptomatiques du trouble et on dispose de tests étalonnés. Et je rappelle qu'effectivement, la NEPSI-2, par exemple, sur les troubles, les fonctions cognitives, est ouverte aux psychomotriciens. Donc ça, c'était sur l'évaluation. La prise en charge, on joue un rôle central, toujours, donc ça date toujours de 2014, dans tout ce qui est rééducatif, sur les fonctions motrices, sur les fonctions cognitives, en relaxation, c'était aussi marqué dans les recommandations de 2014. Et le point, je trouve, essentiel à garder, et vous allez voir comment on va pouvoir d'autant plus travailler avec les parents, c'est marqué dans les recommandations de bonne pratique et je trouve qu'on ne s'autorise pas encore assez à le faire, c'est ne pas hésiter à demander de remplacer une séance de travail en psychomotricité auprès de l'enfant par une séance avec les deux parents, puisque vous allez voir que dans les recommandations de 2024, il va falloir guider ces parents-là dans le quotidien et vous allez voir qu'il y a des formations aussi qui existent, des groupes de parents comme le groupe Barclay qui peut exister pour accompagner au mieux ces parents-là et vous allez voir que ça va être même une priorité dans les recommandations de 2024. Donc c'est vrai que ça, je trouve, en tout cas par expérience, je serais curieuse d'avoir vos retours aussi, mais de pouvoir effectivement à un moment donné écouter les parents et les remettre aussi au centre du dispositif. Donc, en gros, les enjeux pour 2024, c'est quoi? C'est la formation des professionnels avant tout. Donc, nous, psychomotriciens, on en fait partie. Il faut absolument qu'on se forme aux techniques, à l'évaluation, à tout ce qui va concerner effectivement le TDAH. Alors là, j'ai mis quelque chose aussi pour l'éducation nationale parce que vous allez voir que l'éducation nationale et les enseignants peuvent aussi avoir un rôle. Et juste pour information, là, je suis en train de former des enseignants de l'éducation nationale justement sur ces recommandations-là et sur le dépistage, j'ai envie de dire ça un petit peu comme ça, de manière générale, et de leur apporter des outils, des clés sur le TDAH. Donc en tout cas sur Marseille, là, c'est d'actualité et j'espère que ça va prendre un petit peu d'ampleur aussi en France puisque ce sont des partenaires fondamentaux et c'est eux qui les ont aussi au quotidien à l'école. Donc voilà, formation des professionnels de tous ceux qui vont tourner autour de l'accompagnement de ces enfants TDAH. Un autre enjeu, c'est l'accès aux soins et la coordination des soins, effectivement, pour que ça soit beaucoup plus fluide, en tout cas, dans la prise en charge. Donc,
Les objectifs, c'est aider le médecin spécialisé du TDAH. Donc, on va voir effectivement que la formation des médecins, et là, c'est peut-être ce qui coinçait auparavant, il va y avoir de plus en plus de médecins qui vont être formés et donc spécialisés. C'est comme ça qu'on les a nommés, en tout cas, spécialisés, formés au TDAH. Donc, vous allez pouvoir voir de plus en plus de médecins généralistes qui vont pouvoir poser des diagnostics. En fait, l'idée, c'est qu'à partir du moment où le médecin est formé, quelle que soit sa spécialité, tant qu'il est formé au TDAH, aux troubles du neurodéveloppement, il va pouvoir intervenir dans une démarche diagnostique et d'orientation. Donc ça va être intéressant pour nous parce qu'effectivement, on voit sur le terrain de moins en moins de pédopsychiatres. Donc, on va faire appel à de plus en plus de médecins, peut-être généralistes, pédiatres, neuropédiatres, etc. Voilà, l'idée aussi, c'est d'harmoniser nos pratiques, que chacun ne fasse pas un peu son truc de son côté, mais qu'on soit tous à harmoniser pour aller dans le même sens et optimiser le parcours de l'enfant et de sa famille après un repérage de TDAH parce qu'on sait très bien qu'aussi au niveau de certaines régions en France, on n'a pas les mêmes accès aux soins. Donc voilà, l'idée c'est ça aussi, c'est d'optimiser ce parcours de soins. Alors, le diagnostic et la place du psychomotricien, parce que les grandes questions, c'est ce qu'on diagnostique, est-ce qu'on ne diagnostique pas, comment ça se passe, comment on y participe. C'est un petit peu flou, je trouve. Donc, on va refaire un point sur tout ça, sur le diagnostic de manière générale. Alors, le diagnostic, comment ça se passe? On va être assez vigilant quand même dans un premier temps, puisque on a des symptômes qui peuvent évoquer un TDAH et qui sont présents dans le cadre du développement standard normal de l'enfant. Un enfant qui s'agite, un enfant qui n'arrive pas à poser son attention, il faut qu'on se le dise, c'est quelque chose de normal dans le développement quand on parle d'enfants de 4, 5, 6 ans, voire 7 ans, suivant les auteurs. Voilà, on est dans quelque chose de normal. Donc, c'est vrai qu'il ne faut pas s'alerter que dès qu'un enfant bouge, c'est pas forcément un enfant qui a un TDAH. Donc ça, il faut vraiment l'avoir en tête que dans le développement standard de l'enfant, on peut voir des symptômes évocateurs d'un TDAH, mais ce n'est pas un TDAH, c'est dans le cadre du développement normal. Ce qui est dit aussi, c'est qu'il n'y a pas de limite d'âge inférieur pour poser le diagnostic. Ça, c'est assez nouveau dans les esprits. C'est vrai qu'avant, on attendait en général 5-6 ans. Là, en tout cas, il est dit qu'il n'y a pas de limite d'âge inférieur. Mais par contre, il y a des précautions à prendre. C'est-à-dire qu'avant 5 ans, ça doit nous alerter que si l'intensité, la persistance et le retentissement des symptômes sont disproportionnés par rapport à la classe d'âge, à la référence classe d'âge. C'est-à-dire qu'effectivement, on a conscience qu'un enfant bouge à ces âges-là, mais si c'est persistant, si l'intensité, si la répercussion dans le quotidien est beaucoup plus flagrant, là, effectivement, on va commencer à pouvoir se poser des questions et à éventuellement poser un diagnostic. Donc, le diagnostic est possible et la prise en charge est possible. Pourquoi? Pour limiter le retentissement dans le quotidien. Faut pas oublier que ce sont des enfants qui ont des parents et qui ont souvent aussi, qui sont associés à une fratrie et le quotidien peut être compliqué. Voilà, on va quand même poser ce diagnostic avec beaucoup de prudence en raison de cette variabilité développementale. Et l'idée, c'est de commencer aussi on peut commencer un accompagnement, même si un diagnostic n'est pas posé, d'accord? Parce qu'on va pouvoir s'appuyer potentiellement plus sur des symptômes, prendre en charge l'agitation, prendre en charge peut-être la régulation émotionnelle qui à cet âge-là est quand même prégnant. Ça ne peut pas faire de mal à un enfant, hein, et ça peut que l'accompagner en tout cas dans son développement. Donc ça, faut aussi l'avoir en tête.
Ensuite, donc l'évaluation, elle se fait en 5 étapes. Donc l'évaluation, elle se fait par un médecin, d'accord, qui sera spécialisé du trouble. Le médecin, et donc se fait uniquement par un médecin, hein, ça j'insiste, c'est un diagnostic médical. Le diagnostic se fait en 5 étapes. Donc il y a un entretien avec l'enfant, les parents, il y a un examen clinique classique que font les médecins. Ils doivent écarter un diagnostic différentiel parce qu'on verra quoi. En tout cas, vous devez le savoir, mais par exemple, un enfant qui présente un trouble anxieux, alors oui, ça peut être une très forte comorbidité du TDAH, mais ça peut aussi mimer un TDAH. Donc voilà, il faut aussi poser des diagnostics différentiels. Il faut que ces signes soient conformes aux classifications. Donc là, s'appuyer sur le DSM-5 par exemple, ou la CIM. Faut regarder les comorbidités et faut surtout évaluer le retentissement dans les apprentissages, dans la vie familiale et Attends, sociale de l'enfant. désolée, Donc ça va elle va passer par bouger. un il y a un souci? Non, il doit juste y avoir un micro d'ouvert. D'accord, ok, C'est bon. merci. Merci, Charlotte. Donc, ça va s'appuyer sur un recueil d'informations. Donc, on va regarder un petit peu ce qui se passe dans les apprentissages, les attitudes, le comportement. Et effectivement, ce qui est dit dans les recos, c'est qu'on peut s'appuyer sur le psychomotricien, les enseignants, etc., etc. On va retenir de cette diapo-là que le diagnostic est purement clinique. Il n'y a pas, et ça j'insiste vraiment, d'examen complémentaire ou de biomarqueurs en l'état des connaissances actuelles. Ça ne veut pas dire qu'un jour on n'arrivera pas à mettre en avant ça, mais en tout cas, il ne faut pas une évaluation neuropsychologique pour poser un diagnostic de TDAH. Il ne faut pas un bilan centré sur un bilan attentionnel pour poser un diagnostic de TDAH. Ces bilans-là, vous allez voir, ce qu'on appelle des bilans complémentaires, vont permettre aux médecins de poser le diagnostic pour comprendre le paysage cognitif et attentionnel de l'enfant, mais le diagnostic est purement clinique. Il faut simplement cocher, entre guillemets, les listes mentionnées dans le DSM. Ça, c'est très, très important à garder en tête. Voilà, donc là, je vous ai mis un screenshot un petit peu des éléments à recueillir lors de l'entretien clinique fait par le médecin. Et donc, en fait, ce qui peut être intéressant, ce que j'ai surligné, c'est aussi les aménagements, les adaptations déjà mises en place par les parents ou à l'école. Ça peut être intéressant, effectivement, de comprendre ce qui est déjà mis en place. Voilà. Nous, notre bilan psychomoteur, vous allez voir qu'il s'appuie un petit peu là-dessus, sur l'évaluation du comportement et des aptitudes, parce qu'on a des outils standardisés. Donc, on va aller peut-être voir tout ce qui est attention. Et là, notre bilan attentionnel, effectivement, peut être de rigueur sur tout ce qui est impulsivité, hyperactivité, la régulation émotionnelle. Je pense que ça peut aussi faire partie de nos bilans psychomoteurs. Tout ce qui va être planification, les relations, tout le côté, on va dire, social, l'estime de soi. Et on va pouvoir nous aussi répondre aux habitudes de vie, c'est-à-dire que n'hésitez pas à mettre en avant, surtout quand on reçoit les parents, on va venir les questionner sur leurs habitudes de vie. Donc, tout ce qu'on peut donner dans notre bilan psychomoteur va permettre aux médecins effectivement de faire une synthèse et de comprendre comment cette famille et ce jeune fonctionnent. On n'oublie pas non plus l'évaluation des praxies, des habiletés motrices, de l'écriture et tout ce qui est dans notre bilan psychomoteur classique, puisque je répète qu'il peut y avoir des comorbidités importantes, par exemple TDAH, TDC. Donc, la place des bilans complémentaires, en fait, notre bilan ne va pas vraiment aider au diagnostic, quoi. Il ne va pas poser le diagnostic, il va aider le médecin dans son diagnostic, mais surtout, ce qu'il faut retenir, c'est que ça va évaluer l'impact dans les activités de la vie quotidienne. Ça, c'est très, très important. Je reviens sur l'examen neuropsychologique. J'en ai fait, j'en ai touché 2 mots tout à l'heure. Il permet d'objectiver les ressources cognitives et leurs atteintes, pardon. Nous, psychomotriciens, on peut participer à cet examen neuropsychologique. D'accord ?
Ça, c'est très important à avoir en tête. Bien évidemment, on ne va pas situer notre évaluation sur l'intelligence, sur le bilan psychométrique, parce qu'on n'est pas formé à ça. Par contre, on va pouvoir apporter notre pierre à l'édifice sur les fonctions cognitives, les fonctions exécutives, et on peut être formé à la TEACH, à la NEPSI 2, au D2R et tous les autres bilans que vous connaissez sans problème. Donc voilà, on a des bilans psychomoteurs qui peuvent être demandés en fonction des points d'appel. Et ce qu'il faut retenir de cette diapo, c'est que le diagnostic et la mise en place d'interventions thérapeutiques peuvent se faire sans attendre la réalisation de ces bilans. C'est-à-dire que le diagnostic, le médecin peut poser son diagnostic de TDAH sans attendre la réalisation de ces bilans. Donc, tout ça pour vous dire que ça reste une évaluation, un diagnostic clinique. Ça, c'est fait pour ne pas retarder le diagnostic. Alors, les outils qui peuvent nous aider, je vous ai mis, donc ça c'est plus à titre indicatif, on ne va pas revenir dessus parce qu'on n'est pas trop formé, si ce n'est le dernier sur les questionnaires sur l'impact du trouble sur les fonctions exécutives. On a 2 échelles, la Braun et la Brief. Pour moi, l'une ne remplace pas l'autre, mais elles sont complémentaires puisque la Braun va évaluer plutôt l'intensité du retentissement sur les fonctions exécutives et la Brief va plutôt évaluer la fréquence des difficultés. Donc voilà, c'est deux outils complémentaires à avoir en tête. Alors là, je vous ai mis aussi ça parce que pour vous expliquer qu'il va y avoir en France, en tout cas, des centres d'experts TDAH qui vont être et qui sont en cours de création sur le territoire français, comme les centres d'expertise TSA. Qui viennent en 3e ligne. Donc là, j'ai remis les lignes. Première ligne, on va dire que c'est plutôt les médecins généralistes voilà, qui viennent repérer les signes d'alerte. 2e ligne, effectivement, on va avoir toutes les équipes pluridisciplinaires spécialisées. Et 3e ligne, les centres de référence. Et sachez que, en tout cas, moi, je vois que sur Marseille, ça commence en tout cas à faire parler. Il y a ces centres experts TDAH qui vont être créés au fur et à mesure sur le territoire français. Ça, c'est juste une petite information complémentaire. L'intervention thérapeutique, et je vois que le temps file, donc je me dépêche un petit peu. Je pourrais vous en parler des heures. On va voir notre intervention non médicamenteuse. Donc, on va voir des interventions plutôt centrées sur l'environnement familial et scolaire et les interventions psychosociales. C'est comme ça qu'elles sont classées dans ces recommandations de bonne pratique. Alors, ça, c'est ce que je vous avais dit. Il est recommandé de proposer systématiquement des interventions non médicamenteuses. Et là, vous voyez, grade C. Ce qui est important à retenir, c'est que c'est à co-construire avec l'enfant et la famille. Donc, ce n'est pas que vous qui allez être à l'initiative de ça. Il faut remettre l'enfant au centre. Cet arbre décisionnel, donc vous allez retrouver dans les recommandations et pour moi, il est primordial à comprendre parce qu'en fait, alors les petites flèches rouges avec les explications, c'est moi qui vous les rajouter puisque pour moi, c'est essentiel dans notre positionnement. On va pouvoir intervenir lors du diagnostic. Donc, vous avez vu comment on peut aider au diagnostic avec nos bilans psychomoteurs. Une fois que le diagnostic est posé par le médecin, il y a obligatoirement un temps qu'on appelle de psychoéducation. La psychoéducation, c'est en gros, on va expliquer à l'enfant et sa famille qu'est-ce que le TDAH, quelles en sont les conséquences, comment voilà, on peut vivre un petit peu avec ça. Ça va être initié par le médecin. C'est le médecin qui va faire cette première, on va dire, consultation de psychoéducation qui va annoncer le diagnostic et qui va l'expliquer. Et ce qui est dit dans les recommandations de bonne pratique, c'est que ça peut être poursuivi par un professionnel formé. Et le psychomotricien, à partir du moment où il est formé au TDAH, il n'y a pas de souci, il peut poursuivre ce temps-là de psychoéducation. Donc, vous voyez que déjà, nous, on a un rôle à jouer sur l'intervention juste après le diagnostic.
Ensuite, dans les interventions initiales, une fois que le diagnostic est posé, il va y avoir, alors, quand vous voyez sur la gauche, là, aménagement scolaire et pédagogique et PEHP, c'est au même niveau, hein, il n'y a pas de hiérarchie. C'est-à-dire qu'il doit y avoir aussi bien une intervention au niveau de l'éducation nationale avec des aménagements scolaires et pédagogiques, et en première intention, des programmes d'entraînement aux habilités parentales, PEHP. Et effectivement, par exemple, un qui ressort régulièrement, c'est les groupes Barclay. Et là, effectivement, les psychomotriciens peuvent être formés à ces groupes Barclay. Donc, vous voyez que on est là aussi dans les interventions initiales préconisées par la HAS. Et vous voyez, ce traitement médicamenteux, bon, nous, on n'est pas dedans, mais en tout cas, voilà, vous voyez qu'on peut intervenir déjà dans l'accompagnement parental. Et ensuite, il peut y avoir des interventions complémentaires. Donc, la première, c'est nos rééducations ciblées, parce que l'enfant a aussi une comorbidité et on va venir l'étayer sur un point clé. Mais on va aussi intervenir sur tout ce qui est TCCE, donc le E pour émotionnel, et on va voir comment dans les prochaines diapos. Bon, ça, c'est ce que je viens de dire, hein. Je reprends cet arbre décisionnel en vous expliquant davantage que, effectivement, il est recommandé de proposer systématiquement une intervention en psychoéducation, grade B, initiée par le médecin et renouvelée par nous, psychomotes. Donc ça, c'est intéressant. Les PEHP, donc c'est aussi en grade C, à proposer en première intention. Et nous, encore une fois, on peut s'y retrouver là. L'éducation thérapeutique du patient, l'ETP, là, effectivement, c'est plus des modalités pour permettre à l'enfant d'être acteur dans la gestion de son TDAH. Par exemple, là, j'ai mis un exemple qui est fait au CHU de Montpellier, mieux vivre avec son TDAH. C'est des temps qui sont proposés. Moi, là où je voulais revenir, c'est l'intervention psychosociale, donc avec les TCCE qui sont recommandés, donc les approches top-down. Et donc là, les psychomotriciens ont toute leur place, hein. Et les interventions non recommandées, ça ne veut pas dire qu'elles ne le seront pas peut-être pour certaines d'entre elles par le futur, mais en tout cas, quand vous recevez des parents et des enfants, et que je sais qu'il y a des parents, moi, pour en avoir connu, qui ont dépensé des sommes d'argent astronomiques dans certaines de ces catégories-là. Ben voilà, en tout cas, là actuellement, dans l'état des connaissances de la littérature scientifique internationale et française, il n'y a pas de preuves avérées sur tout ce qui est entraînement cognitif, CogMed pour ceux qui connaissent, les neurofeedbacks, les thérapies psychanalytiques et le mindfulness. Pour l'instant, il n'y a pas de preuves assez fortes scientifiquement pour recommander ces interventions-là. Donc voilà, vous pouvez aussi vous appuyer sur ça pour, on va dire, objectiver et surtout pour défendre certaines approches auprès d'une équipe ou auprès de parents. En tout cas, en TCCE, si on reprend ce qui est recommandé, c'est d'agir sur le retentissement fonctionnel du trouble, tout ce qui est résolution de problèmes, entraînement à la régulation émotionnelle, on sait que c'est compliqué pour les enfants TDAH, gestion du comportement, remédiation cognitive, etc. Alors, ça, vous le trouverez, je l'ai tiré de l'argumentaire. En France, il y a certains programmes qui sont structurés et qui sont proposés par des neuropsychologues, ergo et psychomotriciens. Pour l'instant, ces programmes d'intervention n'ont pas fait l'objet de méthodologie assez robuste en termes de littérature, mais on sait que déjà, cliniquement, il y a des choses qui fonctionnent. C'est pour ça que ça n'apparaît pas dans les recommandations en tant que telles, mais dans l'argumentaire. Et vous voyez qu'il y a par exemple de la coop pour le TDAH. Il y a des programmes comme le réduction PFE et il y a des programmes d'entraînement aux habilités sociales aussi pour ces enfants TDAH. Ce ne sont que des exemples. Je vous invite à aller plus loin dans l'argumentaire si vous voulez plus de détails. Et je terminerai par ça.
un bref point sur la place du traitement médicamenteux. Le médicament, le traitement est obligatoirement associé à une prise en charge non médicamenteuse. Il ne peut pas être mis en place seul. Avant 6 ans, il est possible que s'il y a un TDAH sévère et que la prise en charge non médicamenteuse a été en échec. On va prendre l'avis pluridisciplinaire et c'est prescrit en général par les lignes, le niveau 2 des lignes que je vous ai présentées tout à l'heure. Et après 6 ans, que si ces mesures non médicamenteuses seules s'avèrent insuffisantes. Donc, moi, j'ai déjà pris des enfants TDAH en charge qui n'avaient pas de traitement ou qui avaient un traitement au tout début pour, on va dire, les poser. Et une fois la prise en charge bien non médicamenteuse bien commencée, le médecin a arrêté tout doucement le traitement et ça a super bien fonctionné. Donc voilà, il faut avoir ça en tête. Et je vous remercie pour votre attention. Il va rester 10 petites minutes de questions. Je m'excuse d'avoir parlé autant. J'espère que j'ai pu vous éclairer sur ces points-là. C'est super, Charlotte. Merci beaucoup. C'était très clair. Il y a quelques petites questions dans le chat que j'ai essayé un petit peu de regrouper, mais il y en a peut-être d'autres qui vont venir par la suite. Il y a déjà des questions au niveau des formations. Alors, je vais te poser les deux questions, parce que peut-être qu'il y a des choses qui se regroupent. C'est est-ce qu'il y a des formations à recommander, parce qu'il en existe pas mal donc pour les PEHP, mais beaucoup moins sur ce que l'on fait, ce que l'on peut faire aussi directement auprès de l'enfant. Et il y a aussi une question sur comment les médecins peuvent se former au TDAH. Et vous dites psychomotricien formé au TDAH, mais quelle formation? Oui, alors effectivement, la question de la formation, c'est une question qui revient régulièrement. Alors, moi, je ne peux pas vous orienter sur tel ou tel type de formation. En tout cas, moi, je vous oriente sur des programmes. Par exemple, voilà, j'ai parlé du programme Barclay pour ne citer que celui-ci. Dans les recommandations de la HS, je ne vous ai pas tout dit, et moi, je vous invite vraiment à télécharger les documents et il y a tout l'état de l'art des différents programmes qui existent à l'international et sur le territoire français. D'accord? Donc, vous pouvez aller faire vos recherches. Mais effectivement, à mon sens, quand on voit que peu de psychomotriciens sont formés au PEHP, alors que c'est en première indication, en tout cas dans les recommandations de bonne pratique, peut-être qu'une formation sur de la guidance parentale, voilà, c'est quelque chose à mettre en premier plan. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, effectivement, la formation des médecins. Donc ça va arriver. En tout cas, je sais que c'est en cours d'élaboration auprès des instances concernées. Les médecins vont avoir comme une formation un peu continue sur justement le fait de se spécialiser dans le TDAH. Donc, c'est quelque chose qui est en cours actuellement, qui va être proposé aux médecins et ils vont être sollicités et on espère de plus en plus formés. Mais comme toute nouveauté, ça va prendre du temps. C'est comme les centres experts, d'accord? C'est en cours, il y a des choses qui vont émaner de ces recommandations, mais il va falloir être un peu patient. Et du coup, il y a une question, je rebondis dessus, c'est que pensez-vous du fait de se former au programme PIFAM par les psychomotriciens? Oui, moi le PIFAM, moi je trouve que tout ça, ce sont des bonnes approches qui vont vous permettre finalement d'avoir une compréhension globale et de pouvoir en fait dégainer des outils qui peuvent correspondre aux patients. Encore une fois, dites-vous que ces recommandations, elles donnent un cadre, mais j'ai bien insisté au début sur le fait que vous avez vos outils, vous allez vous former à plein d'outils différents que vous allez dégainer, si je peux m'exprimer comme ça, en fonction des besoins des parents, des enfants surtout, et du territoire et de l'accès qu'il y a aussi autour de vous à certains outils, médiation, etc. Donc oui, PIFAM, c'est un très bon programme. Dans les autres questions, il y a une question notamment par rapport au programme réduction PFE. Donc, quelqu'un qui veut se former qui veut faire son mémoire dessus, mais apparemment, il n'y a pas d'article de validation du programme. Alors, effectivement, c'est ce que je vous disais tout à l'heure.
sur ce programme. Alors, je suis l'autrice, donc la co-autrice, donc j'ai peut-être un petit Très conflit objective. d'intérêt. Voilà, je suis désolée. Effectivement, nous, on a manualisé ce programme-là. Et ce qu'on a ressorti dans ces recommandations, c'est que pour l'instant, ce sont des programmes prometteurs, mais il n'y a pas de validation scientifique. On n'a pas fait de méta-analyse, on n'a pas poussé encore. C'est dans nos petits projets. Mais pour l'instant, ce n'est pas d'actualité. En tout cas, ça fonctionne cliniquement. On voit cliniquement des effets sur les enfants et les parents et l'impact dans la vie quotidienne. Voilà. C'est comme ça pour l'instant qu'on pense ce programme-là. Par rapport au bilan, donc la question c'est il n'y a pas besoin de bilan complémentaire, neuropsy, etc. Mais le diagnostic doit impérativement être mis en place par un médecin spécialisé du TDAH, Oui. pédopsychiatre, psychiatre, etc. Donc ça, je pense que c'est assez clair. Et un médecin traitant peut-il poser ce diagnostic? Il va pouvoir, à un moment donné, s'il est spécialisé et formé, effectivement, il pourra à l'avenir. D'accord. Et en libéral, est-ce le rôle du psychomotricien de faire est-ce le rôle du psychomotricien de faire passer les questionnaires pour mesurer l'intensité, l'impact, ou est-ce davantage utilisé par les médecins dans leur démarche diagnostique? Alors, ça dépend. Moi, et c'est un petit peu le débat qu'on avait eu à la HS, c'est-à-dire que je pense qu'il faut être en lien avec les médecins de secteur, de proximité que vous avez autour de vous dans les cabinets libéraux, voir un petit peu, parce que normalement, la volonté de ces recommandations, c'est qu'il y ait une harmonisation des pratiques et un parcours de soins qui soit optimisé. Donc peut-être que si, quand on est en libéral, on prend en compte un petit peu les psychologues qui sont à côté, qui travaillent avec nous, les orthos, les médecins, et savoir quels sont les outils que chacun utilise. Oui, on est légitime, nous, psychomotriciens, à faire passer des questionnaires. Alors, je ne sais pas auxquels vous pensez, mais en tout cas, par exemple, moi, la brief, la bronne, ça, c'est des trucs qu'on peut faire passer. On pourrait, parce il ne faudrait pas en fait que chacun le fasse passer dans son coin. Il y aurait plus d'intérêt. Donc peut-être que voilà, si vous avez votre réseau, se demander qui fait quoi, et l'idée, encore une fois, c'est de faire remonter aux médecins par des outils standardisés ce que vous relevez. Donc voilà, oui, vous pouvez. On va essayer de passer vite les dernières petites questions Oui. pour essayer de répondre à tout le monde. Il y en a une, c'est après combien de temps de prise en charge non médicamenteuse insuffisante, fructueuse, s'oriente-t-on vers le traitement médicamenteux? Alors, c'est 6 mois dans les recommandations de bonne pratique. C'est 6 mois d'intervention non médicamenteuse avant de pouvoir mettre en place un traitement médicamenteux. Très clair comme réponse. Est-ce que le PEHP en suspicion de TDAH est pertinent et comment amener les choses pour le patient avant un éventuel diagnostic? Alors, les PEHP, c'est pas pour le patient lui-même, hein. Les PEHP, ce sont des programmes d'entraînement Les aux parents. habiletés parentales. Donc déjà, c'est pour les parents. Comment l'amener? Effectivement, faut voir comment le patient est déjà dans une démarche en cours de diagnostic ou de diagnostic peut-être. Et l'idée, c'est quoi? Moi, je garde ça en tête de ces recommandations de bonne pratique, c'est qu'il y a une plainte sur le terrain, il y a des besoins identifiés, et c'est de se dire, même si on ne parle pas de TDAH, en tout cas, on parle de symptomatologie, de difficultés que vous éprouvez, et peut-être qu'au-delà du diagnostic, on met le diagnostic de côté dans un premier temps, si on va essayer de répondre à vos difficultés. Moi, je l'aborderai comme ça. Et une dernière question, mais qui est peut-être un petit peu large. Quel type d'aménagement scolaire recommandez-vous pour les enfants TDAH? Alors, là, j'ai pas le temps de vous faire tout ça, mais en tout cas, sachez que, et c'est parce que là, je suis en plein dans les formations des enseignants à l'éducation nationale, il y a une boîte à outils qui est proposée dans les recommandations de bonne pratique. Vous allez sur le site de la HAS et vous avez cette boîte à outils. Alors moi, ce que j'explique aux enseignants, c'est que cette boîte à outils, elle n'est pas à dégainer coûte que coûte pour n'importe quel enfant TDAH. C'est à vous de sélectionner en fonction du bilan psychomoteur aussi. Et vous pouvez faire des préconisations en ce sens. Mais je vous invite vraiment à télécharger tous les documents sur le site qui sont en accès libre de la HAS. Et vous allez voir, vous allez avoir beaucoup de choses sur lesquelles vous appuyez. Voilà, je suis désolée, je n'ai pas le temps de faire
un état de l'art de tout ce C'est qu'il y déjà a, bien mais d'avoir voilà. Au moins, vous avez des ressources. Exactement. Et la toute dernière, c'est où se former pour Allez. la TCC? Alors, Est-ce qu'il y vous avez a... compris que les TCCE, ça englobe beaucoup de, comment dire, d'outils différents. Et donc, si je reprends le PFE fait partie des TCCE. Donc, en fait, c'est pas où se former sur les TCCE, c'est quels sont les programmes qu'on peut trouver dans les TCCE et comment après, dans chaque programme, on va aller trouver des organismes de formation en adéquation avec ça. Et comme je vous l'ai dit, on a recensé dans les recommandations de bonne pratique, notamment dans l'argumentaire, et j'insiste vraiment sur l'argumentaire, téléchargez-le et vous allez voir, on a recensé dans les tableaux tous les programmes existants sur le territoire. Et à partir de là, vous pourrez faire vos choix dans les formations. Super. On va Voilà. s'arrêter là. Un Oui. grand merci Charlotte pour cette présentation. Merci à tous beaucoup, d'être venus et de vous être connectés. On va vous mettre dans le chat le lien si vous voulez voir les formations que nous on propose aussi et puis nos autres webinaires, nos autres webcolloques. N'hésitez pas à aller faire un tour aussi pour vous inscrire à la newsletter et suivre nos actualités. Et puis on vous recevrez prochainement le lien pour pouvoir revisionner les replays pour ceux qui étaient peut-être en pause déj et pas très attentifs. En tout cas, un immense merci Charlotte et un merci à tous pour votre participation. Merci à tous aussi. J'espère que ça vous a éclairé et merci à toi Camille et à Ambition Handicap de m'avoir fait partager ce temps-là avec vous pour diffuser ces informations précieuses. C'est toujours avec plaisir de collaborer. À très bientôt à tous. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.